Ok, impeccable. Là, je savais que je me question par rapport à l'éclairage, etc. Parce que là, je ne sais pas si tu as. Impeccable. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette session dédiée au RAG. C'est RAG Time. Tout de suite, avant de commencer, je vais laisser Audrey présenter un petit peu les instigateurs de cet événement, qui sont le pod, et puis après, je dirai un peu plus sur les hôtes et les intervenants, évidemment. Trop bien. Merci Nicolas. Comment est-ce que je fais pour changer la slide? Ah bah c'est moi, je m'en fais pas, ça va changer pour toi. Super. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Audrey et donc je fais partie du projet POD. Donc, je suis ici avec ma collègue Marco qui s'occupe de la communication, dont certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler. Juliette, qui est notre stagiaire com marketing, donc un super coup de main aussi pour revoir un peu notre positionnement, notre image. J'ai Bernard, qui est là-bas au fond, que vous connaissez certainement, qui s'occupe de toute la communauté du POD. On a Nicolas, que je ne vois pas, qui est là, donc lui qui s'occupe justement des relations avec les entreprises. Et nous avons notre CEO, Anne, qui est là-bas dans le fond, que vous avez aussi sûrement déjà vu. Donc voilà un peu notre équipe. Il manque une personne, mais sinon on est complet. Et donc voilà, on est super content de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement. Donc comme vous le savez, on va discuter du RAG et de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui est très en vogue pour le moment. Et donc, nous avons nos experts que Nicolas va présenter juste après, qui vont venir vous parler de ce sujet. Le POD, en 2 mots, c'est quoi? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Place of Digital, donc c'est l'endroit du digital, si on traduit vulgairement en français. Et l'idée du POD, c'est un hub digital de la province du Brabant-Wallon. C'est un projet qui est assez nouveau, qui est là depuis 2-3 ans, qui est en train de vraiment s'activer pour le moment. Et notre idée, si je peux résumer ça à une phrase, c'est vraiment de connecter l'écosystème digital ensemble et puis et bien de créer des opportunités communes finalement. Et alors les opportunités communes, eh bien, elles vont avoir leur réalité pour chaque entreprise. Mais nous, notre intention, c'est vraiment de fluidifier l'écosystème digital parce que le Brabant-Wallon a la chance d'avoir plein de pépites et plein de labs de recherche et plein d'entreprises qui font des super projets. Et donc nous, c'est un peu de voir avec elles quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui manque et comment est-ce que nous, on peut apporter ça, ou alors encore plus simple, comment on peut les connecter avec les autres acteurs de l'écosystème qui ont déjà ces solutions. Donc voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à scanner soit notre Instagram ou notre LinkedIn, en disant aussi que le LinkedIn est l'endroit où on envoie le plus d'informations. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à vous d'être ici, un grand merci à l'Open Up de nous accueillir, à Simon de Drupal et à Vincent de B12 de venir partager leur savoir avec nous. Et une fois que la présentation est terminée, on s'accueillera autour de quelque chose à manger et des mêmes petites choses à boire. Voilà, merci beaucoup. De ça, Bien, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Bioul, donc je suis le coordinateur de l'Open Up, qui est l'hub créatif de l'UC Louvain, le lieu dans lequel vous vous trouvez. Je suis également l'interface entreprise pour le consortium Trail. Ici, je vois qu'il y a également Ronnie, mon collègue, qui est là. Et il y a certaines têtes connues du consortium. Je vois Philippe Chevalier là derrière de Ensign, bonjour. Et donc, voilà, on voudrait également vous inviter à prendre part à la communauté Trail. À la fin aussi, vous pourrez discuter avec Ronnie et moi-même sur justement les interactions académiques entreprises, et on y reviendra en brique. Je voulais aussi, du coup, maintenant remercier mes 2 personnes ici qui vont nous éclairer un petit peu sur ce qu'est le RAG. Je vais commencer par présenter Vincent rapidement. Si tu me permets, évidemment. Donc, Vincent, ici, est le managing partner et co-founder de B12 Consulting, qui est une firme qui traite essentiellement d'IA. Alors, Vincent a effectué son master à l'Université de Namur en physique, avec un diplôme d'études approfondies DEA. Je ne savais pas que ça existait. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Voilà. À l'Université catholique de Louvain en physique théorique et mathématiques. Et enfin, il a terminé avec un PhD à l'UC Louvain en cosmologie et relativité générale. Et je vous avoue que quand j'ai commencé à lire ça, je me suis un peu questionné qu'est-ce que ça a à voir avec l'IA. Et l'explication, il l'a donnée tout à l'heure, quand il se présentera, j'espère qu'il nous la donnera également, parce qu'en fait, ça fait tout son sens. Je voudrais également vous présenter donc Simon Legendre, qui est le cofondateur de Drupal. Il a un bachelier et un master en économie, alors corrige-moi si je me trompe de Solvay, pour l'instant tout est bon, et un master en data science de l'Université catholique de Louvain. Et donc du coup, en 2023, il a lancé Drupal.
Ça doit être ça, ouais. De tête. Mais donc voilà, je vais laisser se présenter. Vincent. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc oui, quel est le lien entre la cosmologie et l'IA? En fait, la cosmologie, c'est à la fois une science théorique, comme l'a prouvé l'illustre Georges Lebel, professeur de l'UCMA, dans le développement de sa théorie du Big Bang. Et puis, depuis le milieu des années, le milieu du XXe siècle, c'est aussi une science observationnelle. Donc, pour réconcilier les deux, il faut des techniques statistiques, voilà, pour valider ou infirmer certaines hypothèses théoriques. Et le machine learning fait partie de ces techniques pour justement aider à mieux comprendre les théories scientifiques et notamment comment l'univers fonctionne. Et donc voilà, ce type d'affaires, avec d'autres thésards de physique théorique, on s'était demandé comment mettre en œuvre nos connaissances. Avec, voilà, en tant que cosmologue, on n'est pas très utile à la société telle qu'elle. Et donc c'est plutôt les compétences transversales de machine learning qui nous a permis de lancer B12 Consulting. C'est ça. Et alors, un petit mot sur B12. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est B12? Quel est votre espace de travail? Qu'est-ce que vous faites pour les entreprises? Donc, on est basé à Louvain-la-Neuve, on a aussi un bureau à Leuven et à Bruxelles. On est quasiment 50 personnes. Donc, on a démarré en 2012 à 3. Et puis, on a grandi petit à petit avec les projets faisants et les clients faisants. J'en vois quelques-uns dans la salle ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée des solutions sur mesure basées sur l'intelligence artificielle. Parfois, on réentraîne des algorithmes de machine learning. Parfois, on consomme, on verra tout à l'heure la façon de le faire, on consomme de l'IA ou des algos disponibles en ligne. On construit des systèmes plus complexes avec une équipe de data scientists et de développeurs, d'ingénieurs software. Alors, une dernière question, Vincent. Est-ce que le 12 de B12 Consulting, c'est pour l'année de fondation ou pas? Alors, pas directement, en fait, ça vient B12, c'est le numéro du bureau où on s'est rencontrés, les trois fondateurs, lors de notre thèse au Cyclotron, à Tourbet, au 3e étage, bureau 22, donc B322. On a cherché un nom et on a fait 3 plus 2 plus 2, puis 7, c'était déjà pris. On a fait 3 fois 2 fois 2, donc B12. On n'est pas très mauvais en marketing, en fait. Et finalement, on a été créé en février 2012, donc B12, ça tombait bien. Et puis B12, c'est la vitamine qui est quand même pas mauvaise pour le cerveau. Et donc, les astres étaient alignés, en quelque sorte. Ouais, très, très belle petite histoire. Merci beaucoup, Vincent. Simon, un petit mot sur toi et sur Drupal? Donc, c'est assez similaire sur certains points, sauf qu'il n'y a pas eu de cosmologie, mais il y a d'abord eu de l'économie, donc un bachelier et un master en économie. Et également, en fait, durant mon mémoire en économie, j'ai eu un peu de machine learning à faire. Et enfin, quelque chose m'a vraiment intéressé dans la vie. Ce qui a fait que derrière, j'ai refait un master en data science pour un peu creuser ce qu'était le machine learning, puis le deep learning et toutes ces choses. Et c'est durant ce master que j'ai rencontré aussi 2 camarades, 2 collègues, avec qui on a décidé de proposer, d'appliquer la théorie que l'on apprenait durant notre master en data science à des cas concrets qui pouvaient y avoir sur les marchés. Donc on a commencé à chercher des petits projets. Et voilà, donc on a trouvé d'abord un petit projet, puis un deuxième, et puis voilà, les choses avancent. Ok. Un vrai parcours entrepreneurial en fait, hein. Économie, sciences, ça fait un bon terreau pour développer. Oui, c'est pas mal. Alors, allons-y, sautons directement dans la mare. On va parler de RAG, donc RAG, Retrieval Augmented Generation AI. Donc, en fait, comment introduire en fait le RAG? Vincent, je sais que c'est le moment de la démonstration, je vais aller couper le micro et le. Je passe tout de suite un temps. Attends encore un peu, on a un petit mot clap. Un petit bout de clap, c'est Pour démarrer. Pardon, autant pour moi. Donc voilà, on a un petit mot clap. Un code QR à scanner avec votre téléphone. Il y aura quelques questions un peu pour sonder ce que vous connaissez en IA, vos usages. En Teams aussi, hein, n'hésitez en pas. Teams aussi. Ça peut nous permettre aussi un peu de calibrer Tout à fait. le discours. Excellente initiative. Est-ce que ça va? Tout le monde arrive à se connecter? On a 5 personnes. 8. Il n'y a pas de réseau. Alors, si jamais, pour ceux qui sont en Teams, vous avez votre réseau chez vous. Si jamais ici, vous avez le réseau OpenUpGuest sur lequel vous pouvez vous connecter, il y a un mot de passe. Il est un peu compliqué.
C'est OpenHub avec O et H majuscule, @work avec un W majuscule, et alors remplacer le O par un 0, et vous avez le mot de passe. C'est un peu complexe, je vous l'accorde, mais voilà, il fallait quand même satisfaire les politiques de sécurité de l'université. Oui, bien sûr. Donc, OpenHub _ guest, ça c'est le nom du Wi-Fi, et alors le mot de passe c'est OpenHub O et H majuscule, @work, W majuscule, 0 RK. Confirme. C'est ça, merci beaucoup. Je confirme. Ah oui, c'est ça, exactement. Je confirme. C'est vrai que c'est mieux comme ça que de l'épeler. Et voilà, comme ça, on pourra peut-être avoir un peu plus de participants. Je pense que c'est très intéressant d'avoir justement les backgrounds de chacun, les connaissances de chacun. Comme ça, nous, effectivement, ça nous permet également de calibrer un peu la présentation. Il y a aussi quelques académiques dans la salle, donc on fera attention de ne pas dire de bêtises. Ici, participant, on peut faire. Enfin, Ah, c'est bien ça déjà, c'est vrai qu'on commence à arriver à quelque chose. À partir de 30, on peut commencer à faire des stats. avec 36, c'est la fini pour les statistiques. Oui, c'est tout ça fait. C'est gentil, merci. N'hésitez pas, il y a encore de la place devant, il y a toute une revue de pouf. Ok, on va y aller. Donc, vraie question. J'utilise l'IA plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, plus rarement, jamais. Et à chacun sa définition de l'IA. Ah, on est sur des résultats à l'unanimité là. Ah, j'afficherai les résultats après. Ah, c'était pas vrai, mais je pensais que c'était. Ok, très bien. 28 sur 67, un peu. Donc, il faut valider la réponse. Donc, quand vous avez sélectionné la réponse, il faut cliquer sur valider. C'est quand même trop bête à côté, je pense. Très bien. Donc voilà, on a quand même des utilisateurs assez assidus de l'IA. 76% pour plusieurs fois par jour et 18% plusieurs fois par semaine. Heureusement que personne n'a écrit jamais, c'est-à-dire qu'on aurait dû clarifier un peu ce que c'était. Voilà, question suivante. L'IA, je connais, donc j'y ai et donc, plusieurs propositions. Je fais de la recherche en IA et machine learning, je fais ça tous les jours, où j'ai suivi 60 heures de cours sur les fondements de l'IA. Bon, équivalent au CT, ça doit faire combien de CT 5. 5 CT. Quelque chose comme ça. Soit voilà, de manière académique ou par vous-même ou en équivalent. Troisième option, c'est les concepts du gaz, c'est plutôt vague pour moi. J'ai une validée, ou alors 4, j'ai encore tout à. Vous n'êtes pas obligé d'être modeste. Hein. J'en vois, j'ai encore tout à apprendre alors qu'ils ont 3 PhD. Voilà, 29 sur français, encore après. N'oubliez pas de valider la réponse. Ok. 42% fait je pense qu'on peut tous passer au drink. Donc, 42% fait de la recherche en IA et ok. Donc, je pense qu'on va s'adresser à des professionnels. C'est sur 60 heures, et donc 23% et 3% des concepts où on doit apprendre. On ne va pas vous oublier quand même pendant la présentation. Et je pense que le début sera très, très intéressant pour vous. Voilà, une dernière question, c'est là où vous devez fournir vous-même des mots. Quels sont les freins vis-à-vis de l'utilisation de l'IA? Quelle utilisation? C'est l'utilisation de manière professionnelle dans votre organisation ou pour vos clients. Il y a un dénominateur commun quand même. Hein. L'aspect sécuritaire est très prédominant, avec d'autres concepts reliés. J'ai vu privacy, j'ai vu RGPD,
effectivement. Ah oui, sensible, fiabilité. Très bien. Ouais, oui, tout à fait. Mais c'est intéressant, je pense que ça motive bien aussi l'utilisation de la technique RAG Absolument. que Simon va introduire pour justement contourner certains de ces problèmes ou certaines de ces inquiétudes. Voilà, pour démarrer, j'ai une petite démonstration. Je vais chatter avec des données. Ah, il n'y a plus d'un couper ton micro. Je peux couper mon micro. On va éviter l'ARCM, ce serait mieux. Impressionnant, effectivement. Ils ont vraiment l'outil ici a vraiment cité la phrase. Alors, un petit peu modifié, mais elle a cité la phrase. Voilà, donc l'idée ici était de montrer qu'on peut avoir des réponses précises avec des systèmes d'IA experts, avec des documents qui ne sont pas nécessairement publics. En tout cas, bon, la DPC est publique. Sans doute que maintenant, on fait de la DPC, le document est passé dans la minette de l'apprentissage de ChatGPT ou que les outils de ChatGPT, enfin d'OpenAI, permettent de citer leurs sources. Mais ici, voilà, on a construit un RAG où on a simplement uploadé le document brut de la DPC, la déclaration politique communautaire, le PDF, une septantaine de pages. C'était à gérer. Et j'ai pu chatter ici avec le système constitué d'un agent et d'un RAG. Et donc, on va expliquer tout ça dans la suite de la présentation. Alors, du coup, en fait, ce qui dit RAG dit à la base l'élément fondateur qui est le LLM. Est-ce que, du coup, on peut avoir une rapide description de qu'est-ce qu'un LLM, comment ça fonctionne, et évidemment, quelles sont les limites pour qu'on ait besoin d'un RAG? Bon, vu les résultats du vocab, certains vont trouver que j'avais le simplifier certaines choses, mais bon, voilà, c'est quand même bien de donner quand même voilà, une organisation des idées. On parle d'intelligence artificielle. L'IA, c'est une définition objective. C'est l'humanité où les chercheurs se sont donné un objectif, c'est de créer des machines ou des algorithmes qui expriment certains traits cognitifs d'êtres vivants, en particulier les humains. C'est un objectif, c'est une définition objective. Ça ne dit pas comment on va y arriver. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une technologie. Plutôt, après, les chercheurs ont développé un ensemble de techniques
et de moyens pour y arriver. La première façon qui est envisagée, ce sont les systèmes experts, avec grand succès dans les années 80-90, mais on est vite arrivé à un peu un cul-de-sac, parce que ça fonctionnait pour des tâches assez étroites, mais c'était assez difficile de généraliser les systèmes experts à de nombreuses tâches. En parallèle, il y a eu le machine learning qui était aussi dès les années 50 et gros omelettes dans les cartons, mais il y avait tous ces problèmes d'aspect théorique, mathématique, de données qui n'étaient pas nécessairement disponibles et les moyens de calcul qui n'étaient pas disponibles pour justement avoir un développement très fort du machine learning. Le machine learning, c'est une technique d'apprentissage, d'auto-adaptation, d'algorithmes, de modèles mathématiques sur base de données. Donc, il faut passer par un processus d'entraînement sur base de données. On vient en sortie un programme, donc on écrit un programme qui produit un nouveau programme. Et ce programme, il était les résultats d'une séquence d'entraînement sur base de données. Un sous-ensemble du machine learning, c'est le deep learning, qui est vraiment le fondement, qui est la grosse tendance de fond dans le machine learning, par ses capacités par son efficience et par ses capacités de généralisation à différents types de problèmes. Donc, la technique à la base du deep learning, on peut mettre une couche entre machine learning et deep learning, ce sont les réseaux de neurones. Et ensuite vient, alors l'IA générative, peut-être que là aussi c'est peut-être plus une définition objective que vraiment une technologie en tant que telle, mais avec le deep learning, on peut développer des algorithmes dits génératifs. Et les LLM, il existe des LLM qui sont génératifs et d'autres qui le sont moins, mais la plupart des LLM avec lesquels vous interagissez sont génératifs. Alors, génératif. Donc, permet de générer du contenu. Voilà, un réseau de neurones, voilà, les chercheurs se sont inspirés librement du cerveau, du moins du fonctionnement microscopique, pas à grande échelle du cerveau, mais microscopique du cerveau, en se disant, OK, pour traiter de l'information, on peut la traiter par une analogie avec les neurones qui ont donc un noyau, qui est le noyau de traitement de l'information, qui prennent des données en entrée. Ici, les données, donc ici, ce serait le noyau d'un neurone, avec en entrée les dendrites, et puis ici, les axones, qui sont les résultats de traitement, qui sont les sorties du traitement par le noyau. Et l'objectif est de créer des systèmes plus complexes qu'un neurone, c'est de les agencer entre eux. C'est ce qu'on appelle un réseau de neurones. Et en fonction du type de problème, il y a différents types d'architecture de réseaux de neurones. Quand on parle de taille de modèle, donc un réseau de neurones qui a été entraîné, on appelle ça un modèle de machine learning. On parle souvent de taille de modèle, de nombre de poids, de nombre de paramètres, et donc c'est essentiellement le nombre de liens qu'il peut y avoir entre les différents neurones. Ici, c'est un réseau avec des couches bien agencées, mais ça peut être plus complexe en fonction du type de problème à résoudre. Et pour les grands modèles de langage, les large language models, tels qu'on peut utiliser pour générer du contenu, avec lequel on interagit pour l'instant tous les jours, d'après Google, on parle de plusieurs milliers de milliards de paramètres. Donc, GPT 3.5, on parle de 200 milliards de paramètres, GPT 4, dans sa version initiale, sans doute 8 fois 200 milliards, donc 1600 milliards de paramètres. Donc, c'est colossal. Il faut donc une quantité phénoménale de données pour entraîner ce modèle. Simplement, voilà. Petite histoire, j'ai utilisé GPT-4 pour éditer l'image. Donc, j'ai pris l'image d'un blog de Resnikov et j'ai demandé à ce que GPT-4 me remplace la phrase écrite Paris is the city of. J'ai demandé par des mots is the place. J'ai un peu photoshopé les trois trucs, mais c'est le résultat. Donc, il y a moyen quand même d'utiliser avec des algorithmes génératifs, des LLM. Pour un modèle, on peut avoir des modèles multimodaux qui vont traiter des images, mais le fondement, ça reste quand même à l'intérieur des LLM. Et donc, voilà. Le principe, c'est on a un bout de phrase ou un contexte qui est donc une série de caractères, et précisément ici c'est une série de mots, qui va être convertie en identifiant une ligne qu'on appelle des tokens. Alors, pour simplifier aujourd'hui, on va dire qu'un mot c'est un token. C'est ça, bon, si on va utiliser cet encodage-là. Mais en général, là, pour transformer des mots, c'est plus efficace d'utiliser plusieurs tokens pour un mot. Un et deux tokens pour un mot. On tient compte ainsi de la grammaire, des conjugaisons, des racines de mots. Ça permet donc de présenter mathématiquement
des mots. C'est ce qu'on appelle l'embedding, hein, c'est ça pour, Ah non, c'est pas encore l'embedding, ça c'est la organisation. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment avoir un identifiant, une mathématique, c'est un nombre, pas un vecteur, voilà, si moi et là. Et donc, ça, c'est la nourriture du LLM. Et donc, quand on l'utilise, quand on est en mode inférent, donc on utilise un LLM, on donne un bout de phrase, on donne un contexte, on donne un bout de texte, qui est donc cette phrase qui est convertie en nombre, ça a donné au LLM, et le LLM, lui, sa tâche, c'est de prédire quel sera le mot suivant. Alors, il ne fait pas qu'une seule prédiction, il va prédire une série de mots. Et ici, donc, il va prédire, par exemple, que les mots les plus préférés sont off, that, there, with, in. Ça, c'est la série d'options que je propose. Et voilà, on propose de prendre le premier mot le plus préféré par le modèle, qui serait off. On met ça dans la séquence et après on génère le mot suivant. On demande à la vue de générer le mot suivant. C'est comme ça que petit à petit, quand vous chattez avec ChatGPT, vous voyez les textes, les mots apparaître, défiler, c'est la génération séquentielle des mots. Et alors, corrige-moi si je me trompe, donc la sélection du mot le plus probable va dépendre de ce qu'on appelle la température, et c'est ça qui va permettre de sélectionner soit le premier mot le plus probable, soit parmi une série de mots les plus probables. Voilà, donc ici il y a une série de mots. Si on veut un algorithme un peu sous LSD, on va augmenter la température. Si on veut un peu plus créatif, on va autoriser à aller chercher, pas le LLM, en tout cas la couche d'après, d'aller chercher un mot un peu plus loin dans la liste que off, qui serait date par exemple. Et puis après, on injecte ça on demande de générer le mot suivant. On injecte date dans la séquence, on demande de générer le mot suivant. Donc, on a une toute autre possibilité que si on était parti sur le mot off. Il y a plein de techniques pour choisir les mots. On peut générer toutes les possibilités et choisir la plus probable. C'est un grand genre là qui est la plus probable. Mais voilà, l'idée, c'est si vous voulez un algorithme qui n'est pas rigolo ou qui va toujours produire le même output pour le même input, on choisit toujours le premier mot. Par exemple, un élément bien déterminé dans la séquence. Et ça, c'est du texte très cohérent, bien structuré. Ceux qui sont un peu plus créatifs, il faut un peu monter la température et autoriser le système à chercher plus loin dans la liste. Alors, à partir de simplement pouvoir prédire un mot après l'autre, en fait, en augmentant le nombre de données d'entraînement, en augmentant le nombre de paramètres, le nombre de neurones et le nombre de liens entre les neurones, on se rend compte qu'en fait, on peut faire des tâches plus complexes que simplement prédire. Enfin, que prédire des mots l'un après l'autre, ça permet de faire des tâches assez complexes de traitement du langage. Et voilà, ça représente l'évolution de la performance des modèles sur le série benchmark MMMU. C'est des textes, ce sont des tests de traitement du langage qui permettent d'évaluer, de comparer les modèles entre eux pour des tâches plus complexes que simplement dire, OK, c'est quoi le meilleur mot après ceci? Ce serait plutôt faire un résumé. Ce serait trouver le meilleur mot pour résumer un contexte. Quels sont les sentiments révélés dans ce prompt, dans cette séquence initiale de texte. Et on voit qu'en augmentant la quantité, la puissance de calcul pour entraîner ces modèles, et pour augmenter la puissance de calcul, quand on augmente la taille, quand on augmente la taille des modèles et quand on augmente la taille des datasets d'entraînement, on voit qu'on a des performances qui s'améliorent. C'est ce qu'on appelle le scaling de la performance des modèles. À la fois, ils sont meilleurs à prédire bout à bout, mais ils sont aussi meilleurs à faire des tâches assez complexes. Et c'était le pari de GPT, d'OpenAI à la fin des années 2010, de se dire, OK, on voit qu'il y a un léger scaling, on fait le pari, on investit comme des malades, et que avec l'évolution des performances des GPU, l'évolution des données qui vont être disponibles, et ainsi de suite, on serait capable en 2022 de sortir un monstre, et ils l'ont sorti. Donc leur pari réussit. Ils ont investi, ils ont fait le pari, ça a marché. Ça a marché, oui, tout à fait. Mais je crois qu'il y a assez peu de gens dans cette salle qui n'ont jamais utilisé ChatGPT, et il y a peut-être un peu plus de monde qui ne l'utilise pas de façon journalière. Je pense qu'une grande majorité a au moins une page ChatGPT ouverte à certains moments. Alors les LLM, ça prédit mot à mot. Un LLM, il y a aussi le concept de modèle de fondation, on peut leur faire des tâches pour lesquelles ils n'ont pas été explicitement programmés ou entraînés. Et donc, on peut utiliser un LLM de différentes façons. Par exemple, si on veut écrire un essai, là, on cherche plutôt le côté hallucinatoire du modèle. Hein, où il crée un prompt donné et où il doit écrire beaucoup plus de texte que le prompt initial. Faire des résumés, là, c'est plutôt on donne un long texte et il doit faire un résumé. Faire de la traduction, là, c'est plutôt phrase par phrase ou paragraphe par paragraphe, la correspondance. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la récupération d'informations dans les longues chaînes de texte ou dans des documents, qui est l'information retrieval.
Et donc, par exemple, une technique, ce serait de donner, dans la séquence de texte initiale à l'algorithme, ce serait de donner, par exemple, le document de déclaration politique communautaire que j'ai montré tout à l'heure, de faire un copier-coller des 70 pages, les mettre dans le prompt de ChatGPT, et puis après poser une question, est-ce que le budget va être augmenté? Et ça, c'est une façon de récupérer de l'information sur base du contexte que l'on fournit. C'est extrêmement important de donner du contexte aux algorithmes, aux LLM, pour avoir des questions, des réponses précises. Au final, du coup, en fait, le LLM, le RAG, pardon, est un peu né d'une limitation du LLM, parfois un peu halluciné quand il n'a pas accès à l'information même. C'est ça, le LLM, dans la façon dont il a été entraîné, on lui demande qu'il prévient-nous. Et finalement, à grande échelle, ça se reflète en hallucination, on le force à réaliser. Donc, il y a des techniques pour l'encadrer. Juste pour montrer que la technique de l'information retrieval dans un contexte, ça a ses limites. Ou alors, j'aurais pu donner la déclaration politique communautaire, 70 pages, ça doit faire, je sais pas, 70 pages, quelques 10 000 mots, quelque chose de 1000 mots. Voilà, ça, c'est un contexte qui n'est pas encore trop long. Ça devient limite, mais c'est pas encore trop long pour un élève de juste en un seul shot de récupérer l'information. Mais si vous avez des bases de données nettement plus grandes et que vous voulez chatter avec vos propres données, avec une base de données gigantesque, par gigantesque, c'est déjà quelques millions de mots, par exemple, ça ne fonctionne plus parce qu'en fait, la fenêtre de contexte, la longueur des prompts que vous pouvez donner à un élève est finie. En fait, la complexité évolue avec le carré. Initialement, les techniques pour contrecarrer ça, mais la complexité est quadratique, donc avec la longueur du prompt. Et donc, on ne peut pas donner des longueurs de prompt infinies à un algorithme. Et donc, on ne peut pas poser des questions, des contextes trop grands aux algorithmes. Et si j'ai fait un petit tableau, par exemple, pour les différents modèles ou les différentes sociétés, Anthropic, OpenAI, Mistral et Google, avec leur modèle, à gauche, c'est leur modèle Frontier, c'est leur meilleure bête dans le vestiaire. Avec la longueur la longueur de la fenêtre de contexte. Et donc, par exemple, pour Anthropic Claude 3, il accepte 200 000, donc 0,2 millions, donc c'est ça, c'est 0,2 millions de mots, c'est plus précisément tout fait, mais 0,2 millions de 200 000, c'est ça. Donc, on voit qu'on a vite des limites en termes de longueur de contexte. Gemini 1.5 Pro, c'est meilleur, sur la fin de contexte, c'est 2 millions de mots. On peut fournir quand même des très bons documents. Après, ça a ses limites, ça ne veut pas dire que le système est bon à récupérer l'information. Il va être noyé. Alors, les systèmes s'améliorent à trouver de l'information, mais OK, on peut demander de trouver une information particulière, ça va chercher une aiguille dans une boîte de fin, ça marche, mais faire des résumés, faire des tâches plus complexes sur 2 millions de tokens, ça ne marche pas. Ensuite, il y a le prix. C'est que si chaque fois que vous devez poser une question à votre base, chatter votre base de données, vous devez remplir la fenêtre de contexte avec 2 millions de tokens, avec tous vos documents. Chaque fois, ça vous fait une question à 2,50 $. Vous devez bien réfléchir à la question avant de vous la poser. Si vous voulez la mettre à l'échelle dans votre organisation, avec, je sais pas, 2 utilisateurs, 100 questions par jour, c'est impayable. Alors, il y a des modèles plus petits. Voilà, les Claude IQ 3, les GPT-4 mini, les Gemini avec Flash, le Mistral 8 milliards de paramètres, qui ont les mêmes fenêtres de contexte et qui sont à des prix 10 fois moindres. Et donc là, ça rend plus accessible. Mais de nouveau, ce n'est pas ce qu'ils veulent parce qu'il faut quand même le temps. Quand on remplit la fenêtre de contexte, ça prend du temps au niveau calcul, donc même au niveau ressources et environnemental, c'est pas terrible. Non, tout à fait. Et donc voilà, je conclue un petit peu sur les LLM pour dire que les LLM, c'est impressionnant, mais voilà, c'est sujet aux hallucinations. Les connaissances sont figées à cause de ce mécanisme d'entraînement. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des dates butoirs par rapport aux données qu'ils connaissent. Ils savent, ils sont généralistes, ils ne connaissent pas vos propres données, des données confidentielles, des données propriétaires, des données internes à l'organisation. Quand ils répondent, c'est des mots après mots, il n'y a pas de source, telle quelle. Donc, ce n'est pas transparent. Il faut faire un acte de foi quand on voit des réponses à un LLM. Pour chatter avec ChatGPT, maintenant, il cite ses sources, mais c'est une couche au-dessus du LLM. Voilà, il faut faire un acte de foi par rapport à la réponse. Et ensuite, il n'y a pas de gouvernance des données. Ça veut dire que même si on imaginait que vous réentraînez un modèle sur vos propres données, vous finissez avec un modèle énorme, un modèle global, et tous les utilisateurs de ce modèle, restreints à votre organisation, par exemple, auraient accès au même modèle. Et donc, toutes les données conservées d'entraînement pourraient être régurgitées par le système d'une certaine façon. Et donc, il n'y a pas de segmentation des accès aux données. Eh ben, merci beaucoup, Vincent, pour cette explication au niveau un peu plus clair. Maintenant, on va justement aborder vraiment le RAG qui s'impose en fait comme
une solution à ces hallucinations parfois un peu énervantes. Je pense que il y a pas mal de chercheurs, en tout cas de personnes qui font de la recherche, qui ont déjà demandé à ChatGPT, à Claude, à Gemini une source qui en fait s'est avérée être une source tellement parfaite, tellement bonne qu'elle n'existait pas. Et ce genre d'hallucination est extrêmement pénible, frustrante pour les chercheurs. Et donc, la façon de faire, ce serait des compendiums de travaux de recherche qui traitent de la même chose et aller chercher directement dans ces ressources. Et en fait, c'est ce qu'on va aborder avec toi, Simon, du coup, sur le RAG. Est-ce que tu peux, du coup, maintenant nous expliquer un petit peu comment fonctionne le RAG, sa mise en place et ce qu'il faut pour développer la game? Ouais. Alors, juste un petit préambule, je ne m'attendais pas non plus à autant de compétences en ce qui concernait le machine learning et l'AI en général. Et donc, je suis parti sur une présentation vraiment de vulgarisation. Donc, j'essaie de passer peut-être plus vite sur des parties qui vulgarisent trop, mais Mais il y en a qui voilà. peuvent pas. Il y en a Oui, oui, Il faut garder ça en tête. donc, j'ai voulu commencer par un exemple, de montrer à peu près à quoi ressemble un RAG donc textuel. Donc, en fait, ça se présente comme vous le voyez ici, c'est comme ChatGPT, ça c'est une démo que l'on a faite. Donc, on peut poser une question, n'importe laquelle, donc comment positionner correctement une gouttière d'une toiture à versant. C'est une question passionnante. Si vous intéressez aux toitures à versant. Sauf que, puisque c'est quand même assez précis, ChatGPT, c'est possible qu'il n'ait pas forcément la réponse, et donc il hallucine des réponses. Et donc, comment fonctionne le RAG? Il va générer une réponse formidable, comme ChatGPT. Sauf qu'en plus de ça, ce qu'il va faire, c'est que à la fin de sa génération, il va citer ces différentes sources qu'il a utilisées. Voilà, donc comme vous voyez ici, il y a la source avec un résumé du document. Il y a le numéro de la page qu'il a utilisé pour répondre à la question, et aussi une valeur, un pourcentage, qui a un certain score, j'y reviendrai plus tard. Et ensuite, sur l'interface, on peut donc ouvrir les documents, et donc on a en fait une idée, on peut visualiser le document qui a été utilisé pour répondre à la question, donc on peut même vérifier en fait que la réponse qui a été générée par l'assistant est correcte. Donc voilà, donc pour le fonctionnement, c'est comme un ChatGPT, sauf qu'il donne les réponses, il donne les sources aux réponses, et on peut consulter en plus les documents de sources. C'est un contrôle F, mais version plus qui comprend un peu plus le contexte. C'est un génial contrôle F. Parce que je viendrai au contrôle F un peu plus tard, et justement, il y a un peu de différence avec un contrôle F. Je vais t'anticiper autant pour moi. Et donc, le principe du RAG, comment ça fonctionne, là, voilà un petit schéma un peu simplifié. Donc, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais du coup, RAG, c'est pour Retrieval Augmented Generation. Donc, en fait, ici à gauche, lorsqu'un utilisateur va poser une question, il y a une première étape où en fait la question va être soumise à un petit explorateur intelligent, on va l'appeler comme ça pour le début, qui va aller chercher dans une base de données spécifique différents documents qui pourraient contenir un élément de réponse à la question. Donc ça, c'est vraiment la première partie, donc rechercher des documents qui permettent de répondre à la question. Une fois que ces documents ont été trouvés, la deuxième étape est simple comme bonjour. Ces documents vont juste être donnés à un LLM, à un modèle de langage, donc à ChatGPT, avec la question. Et ensuite, on va demander à un modèle de langage de générer une réponse basée sur les documents en particulier. Alors, c'est des documents, mais ça peut être aussi des parties de documents. Et ce qui permet en fait de s'affranchir du problème dont parlait Vincent il y a 2 minutes, c'est que grâce à ça, on n'est plus obligé de donner 1000 pages de documents à ChatGPT en lui posant une question. On peut lui poser une question et le système ira juste chercher les paragraphes ou les pages nécessaires à générer une réponse. Donc ensuite, tout ça est donc un modèle de langage génératif, comme on voit ici, et le modèle génère donc une réponse claire, informée et sourcée, puisque les documents qui ont été retrouvés par l'explorateur intelligent sont remontés lors de la génération de la réponse. Donc, dans un système comme ça, il y a en fait 2 systèmes d'intelligence artificielle. Il y en a un premier qui est un modèle d'embedding, qu'on appelle, j'y reviendrai après, et un deuxième qui est un large language model, donc un ChatGPT. Et donc, là, pour la suite de la présentation, je vais surtout faire focus sur le modèle d'embedding, qui est en fait à la base de la capacité du système à retrouver le bon document au bon endroit. Donc, c'est vraiment ce modèle d'embedding. Pour démarrer, donc le point de départ, justement, je vais commencer par une petite distinction entre ce qu'on appelle un full text search ou un semantic search. Un full text search, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le CTRL F que vous avez sur votre clavier qui permet de retrouver un mot en particulier dans un document. Vous l'utilisez, j'imagine, assez fréquemment.
Et lorsqu'on pose une question, par exemple, je recherche une maison avec 2 chambres et une salle de bain, dans une certaine base de données, qui n'est pas gigantesque, je vous l'accorde, si on fait un full text search, le système sera uniquement capable de retrouver le premier document, donc la maison 2 chambres, une salle de bain, parce que les mots 2 chambres, salle de bain apparaissent clairement. Alors que si on avait un autre élément dans notre base de données qui était une jolie demeure avec 2 espaces de couchage et une salle d'eau, une jolie demeure est une maison, 2 espaces de couchage sont des chambres et des salles d'eau sont des salles de bain. Mais le CTRL-F de votre ordinateur ne les trouverait pas parce que ce ne sont pas exactement les mêmes mots, mais par contre la sémantique est la même. Et donc pour réussir à faire ce retrieval sur de la sémantique, ce que l'on doit faire, c'est donc vectoriser le contenu, vectoriser du contenu, ce qui est donc ce qu'on peut aussi appeler de l'embedding. Donc, je vais continuer donc, sur cette vectorisation. La vectorisation, en fait, c'est juste un système, donc c'est aussi un réseau de neurones qui va permettre de transformer des mots, pour l'exemple ici, pour donner une option, donc des mots en des vecteurs. Donc, un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est juste une liste de différents nombres. Donc, la vectorisation, c'est ça. On prend un mot et on transforme ce mot en une liste de nombres. Voilà, donc là, il y a quelques exemples. Homme, roi, fille. Et donc, il y a un petit exemple ici que je donne. Ce qu'on peut faire donc, pour mieux visualiser, c'est projeter ces points dans un espace. Donc là, c'est un espace en 3 dimensions où on va pouvoir projeter différents mots suivant 3 axes. Donc le genre, la royauté ou la noblesse, je ne sais pas, et l'âge. Donc si on se trouve très à droite, ici, on va avoir des personnes qui ont une certaine noblesse. Et donc si on est en bas, donc on a un âge bas, mais on a un prince ou une princesse en fonction du genre. Si on est plus haut, donc dans l'âge, on aura une reine ou un roi. Si par contre on descend du niveau de royauté ou de noblesse, on se retrouve donc avec soit des hommes et des femmes en fonction de si on se trouve plus en avant ou plus en arrière, et soit un garçon ou une fille en fonction de la hauteur. Voilà. Ce qui est quand même incroyable, c'est que en fait, on a un espace, alors ici c'est pour la représentation en 3D, je suppose, mais c'est un espace qui a des milliers de dimensions et que les directions encodent en fait de l'information. Par exemple, ici, si on remonte pile vers le dessus, on a l'âge, mais c'est vrai qu'on pourrait même imaginer qu'une direction qui prenne l'âge et le genre en diagonale puisse représenter quelque chose comme le pluriel ou autre. Donc en fait, il y a plein de concepts de la vie de tous les jours qu'on pourrait retrouver en prenant une direction. C'est quand même incroyable ça. C'est exactement ça. Et donc, effectivement, les modèles d'embedding utilisés pour les RAG en règle générale n'ont pas 3 dimensions comme ici, mais ont, j'ai mis pas plusieurs centaines de dimensions. J'ai un peu regardé ce qui se faisait actuellement. Les modèles les plus petits qui fonctionnent bien sont environ à 256 dimensions, enfin par là, et les modèles les plus gros qui fonctionnent aussi très bien sont à 3000 dimensions. Donc c'est le même principe, sauf que le mot homme ne serait pas représenté avec 3 nombres, mais 3000, enfin plus de 3000. Alors qu'est-ce que ça représente exactement d'avoir plus de dimensions? Je me suis dit que ce serait sympa, en fait, pour expliquer ce que c'était une représentation avec plus de dimensions, ça serait intéressant de voir ce qui se passerait si on descendait en fait, de dimensions pour comprendre la différence. Et donc, si on diminuait la dimension de mon schéma juste avant, en 2 dimensions, ça ferait en fait comme si on regardait ce schéma ici, mais du point de vue du genre. Et donc, on se retrouvait avec ça, où les hommes et les femmes sont confondus, la reine et le roi sont confondus, la fille et garçon sont confondus, les princesses et les princes sont confondus. C'est un peu comme s'il y avait plusieurs personnes qui se mettaient en file indienne, vous les regardez de face, vous ne voyez qu'une seule tête. Alors que si vous voyez le profil, vous verrez qu'il y a plus de personnes. Et donc, si on se restreignait à seulement 2 axes, on ne serait capable que de voir des personnes sans vraiment genre, qui auraient un certain niveau de royauté ou pas. Et par contre, en augmentant la dimension à une dimension supplémentaire, on pourrait aller chercher des choses plus subtiles dans l'analyse de ces mots, qui seraient, je ne sais plus, l'axe que je n'ai pas pris, le genre. Voilà. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée de ce que c'est la vectorisation. Donc c'est vraiment transformer des mots en vecteurs. Et je crois que ça, c'est une des forces qui fait que le LLM arrive à interagir dans plein de langues différentes, parce que malgré le fait que les mots en eux-mêmes changent, les concepts derrière le mot garçon, etc., restent toujours à la même place, et donc c'est très facile de faire des liens. Oui, c'est exactement ça. Vu que c'est vraiment de la sémantique, c'est
conceptuel, et donc ce n'est pas vraiment le mot en tant que tel, mais c'est le concept, et donc en fonction de la langue, effectivement, c'est le même On concept. prend le concept du mot, vraiment. C'est ça. Ensuite, comment va fonctionner le RAG? Il va fonctionner en différentes étapes. Il y a une première étape dans laquelle, qu'on va appeler la phase d'ingestion. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner une série de documents à ingérer. Alors, cette série de documents, ça peut être n'importe quelle base de connaissances. Donc, ça peut être un Google Drive, un SharePoint, un Notion, des bases de données, des données qui sont sur un ERP, n'importe lesquelles, et de n'importe quel format. Ça peut être des Word, des PDF, etc., etc. Et ce que l'on va faire, en fait, dans la phase d'ingestion, dans cette première phase, c'est qu'on va venir convertir ces documents en vecteurs, donc en points dans un espace. Alors, ce n'est pas comme dans le slide précédent où c'était mot à mot que l'on va projeter, ça va être des documents entiers, des pages entières, des chunks, ce qui sont des parties de documents, des paragraphes ou des choses comme ça. Et donc, on va projeter tout ça dans un espace. Donc, on prend tous les documents, toute la base de connaissances, et on les projette dans un espace. Ensuite, dans la phase de retrieval, on va poser une question, comment positionner correctement cette fameuse gouttière d'une toiture versant. Et ce que l'on va faire ensuite, une fois que la question sera posée, c'est qu'on va, de la même manière, projeter cette question dans l'espace qui a été constitué juste avant, dans la phase d'ingestion. Voilà. Et ensuite, il va y avoir notre fameux explorateur intelligent qui arrive, enfin, c'est très imagé, c'est très compliqué, mais qui va en tout cas regarder quel document, quel chunk, quelle source se trouve à l'entourage de la question qui a été posée, avec des différents niveaux de similarité en fonction de ce qu'il y a dans la question et ce qu'il y a dans le document en particulier. Ensuite, voilà, c'est à peu près fini. On a nos documents, on a notre question, on n'a plus qu'à rentrer les sources ainsi que la question dans un modèle de langage, Gemini, Mistral, OpenAI ou autre, et ensuite la réponse est donnée avec les différentes sources. Ouais, et on voit vraiment du coup tout le potentiel de pouvoir mettre derrière justement cette base de données, parce qu'en fait, on a beaucoup moins de chances d'halluciner, vu qu'en fait, c'est vraiment du concret. On va chercher dans la base de données directement les éléments les plus proches spatialement, et donc en fait, ça laisse presque aucune marge d'erreur. Et après, toutes les infos qui ne figuraient pas dans la base de données, généralement, sont extrapolées parce que connaît le LLM. Et donc, du coup, effectivement, ça reste beaucoup plus précis que le LLM standard. Ça peut être extrapolé, ou d'ailleurs pas. Étant donné qu'on a des scores, on peut décider qu'en deçà d'un certain score, on dise au LLM d'en fait ne pas répondre, pour justement avoir peur de cette hallucination que peut avoir le LLM, et se dire, OK, si la réponse ne figure pas dans un document, alors dis juste que tu n'as pas la réponse, et ça permet en tout cas d'éviter certaines erreurs ou hallucinations potentielles. Et donc voilà, donc là c'est tout en un, on pose une question, on a une réponse, c'est sourcé, c'est formidable. C'est le même schéma que tout à l'heure, pour donc rappeler, donc vraiment, la question est posée, elle est envoyée à l'explorateur intelligent, qui va donc rechercher dans la base de connaissances en embêtant la question, et ensuite les documents retrouvés sont utilisés pour générer une réponse claire, informée et sourcée. Alors, j'ai déjà comme ça une petite question. Est-ce qu'il y a une taille particulière que la base de données doit avoir ou est-ce que par exemple, moi demain, je peux prendre toutes les pages Wikipédia et taper ça dans un RAG, par exemple? Merci beaucoup pour cette transition, c'est parfait. Alors, évidemment, Je n'ai pas préparé. À ce niveau-là. Donc, effectivement, lorsqu'on a certains documents, ben, tout fonctionne bien. Mais sauf que, imaginez une grosse base de données. Dans la prochaine partie, je parlerai d'une situation dans laquelle on a travaillé 40 téra de données à donner à faire ingérer au RAG. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait une petite animation vachement sympa. Donc, au début, comme tout à l'heure, on a des documents qui sont ingérés, donc on a des points qui sont mis dans un espace. Et sauf qu'au fur et à mesure que l'on ajoute, c'est de plus en plus le chaos, si je puisse m'exprimer ainsi. Ce qui fait qu'on a un espace rempli de tout plein de choses. Ce qui fait que quand on pose notre fameuse question sur les gouttières d'une toiture à versant, on projette la question. Ben, en fait, l'assistant, l'explorateur intelligent, il se retrouve avec une grande quantité de documents
sans vraiment savoir quel document précisément il doit avoir. Parce que probablement que tous les documents qui sont dans le cercle jaune ici parlent effectivement d'une toiture à versant, mais sauf qu'il n'y en a qu'un qui explique comment positionner correctement cette toiture à versant. Et donc, ça pose problème, ça pose problème quand il y a trop de documents. C'est pas spécialement un problème, ça met certaines difficultés, mais il y a plein de solutions pour résoudre ce problème. Ces solutions, ça peut être par exemple la mise en place de métadonnées, ce qui va permettre de déjà segmenter les documents de segmenter les documents et donc d'aller faire une recherche justement dans un sous-ensemble de ceux-ci. On peut faire une variation dans la taille des chunks. Donc, comme j'avais dit, les chunks, c'est des parties de documents. On peut décider que ce soit un mot est égal à un document, mais ça peut être aussi des documents entiers. Donc, en changeant la taille des chunks, on peut diminuer la taille de points, ce qui peut poser certains problèmes, mais bon. Bref. Il y a des méthodes de re-ranking. La méthode de re-ranking, en gros, ça sera prendre tous les points autour qui étaient dans le petit cercle jaune du slide précédent et les réarranger à nouveau pour pouvoir aller trouver une information plus précise. On peut réécrire et enrichir les prompts utilisateurs automatiquement par un LLM. Et aussi, on peut utiliser des agents IA ou des knowledge graphs qui sont d'autres solutions pour régler ce problème de taille de base de données ingérée. Effectivement, je crois que on reviendra tout de suite après avec justement le knowledge graph qui sera rapidement présenté. Mais alors, tout ça, c'est bien bon, mais en fait, concrètement, comment est-ce qu'on peut implémenter un RAG chez nous? Quel type de données? Comment est-ce que ça fonctionne? Moi, je suis très curieux, je pense que tout le monde ici aussi, parce qu'en fait, je crois que c'est un besoin de tout le monde là. Je pense que déjà, tout le monde a une petite idée de se dire ça, c'est une techno que je verrais bien à tel endroit chez moi. Donc, est-ce qu'on peut avoir 2-3 use cases? Tu veux dire, non, des use cases, c'est pas téléphoné. C'est pas téléphoné. Ah oui, parce que j'ai oublié un peu ça. Les agents IA, mais. Ouais, allons-y. Allons-y. Pardon, effectivement, l'état du parfait, c'est moi qui ai un peu bouché sur ma feuille. Et donc, oui, donc il y a toute une série de techniques pour justement améliorer les RAG. Le principe, il est en effet clair. La partie indexation, la partie retrieval, la partie génération. Mais faire un bon RAG, ça reste difficile quand les praticiens et on connaît les difficultés à rendre les clients contents avec un RAG. Et donc, je pense que par exemple, les métadonnées, je trouve ça très intéressant d'enrichir le RAG avec les métadonnées. Vous avez des fichiers, ils peuvent être annotés, soit manuellement, soit vous pouvez imaginer un pipeline d'IA qui va monitorer les fichiers et rajouter des métadonnées. Et ça permet d'accélérer ou de rendre plus précise la phase de retrieval. Par exemple, ça arrive aussi le problème de la gouvernance des accès des données, c'est que si vous avez un SharePoint ou un Drive ou un dossier avec plein de fichiers, mais certains utilisateurs n'ont accès qu'à certains fichiers. Le système de la gestion peut aussi récupérer ces droits d'accès, le refléter dans la base de données vectorielle. Et quand un utilisateur qui est authentifié sur le RAG qui est mis à sa disposition, il a son identité, il authentifie, il a son identité, et donc on peut faire correspondre son identité à des droits d'accès par rapport à certains documents. Et donc, lors de la phase de retrieval, de récupération, on ne récupère que les documents auxquels l'utilisateur a droit. Et donc, la partie génération, il n'y aura que de l'information exploitée pour générer une réponse sur base des droits d'accès de l'utilisateur. Donc, ça règle aussi ce problème d'entraîner un modèle, de faire un fine-tuning d'un LLM par l'utilisateur, d'avoir un système qui est quand même plus composable et décomposable. Peut-être un petit état du marché pour répondre à la question. Il y a les modèles LLM, ça c'est les fondements du RAG, c'est la partie générative, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser comme type de modèle. On peut prendre des modèles qui sont sur le marché, on peut aussi avoir des modèles déployés en local, des modèles open source, comme des Llama par exemple, ou certains Mistral, et ça permet alors de faire des RAG sur des données ultra confidentielles pour lesquelles l'organisation n'est pas prête à mettre les documents dans le cloud ou balancer les chunks dans le cloud. Donc ça, c'est le fondement. Il faut déjà choisir quel modèle on veut utiliser. Souvent, on prend un GPT-4 ou Billy ou des choses comme ça, ou du Mistral, je ne sais pas toi, ce que tu utilises. En général, 4 Billy, c'est largement... Voilà, le coût et la performance. Ça a un rapport coût-performance. Mais il n'y a pas que OpenAI dans la vie. Donc voilà, le modèle, c'est vraiment le cœur du RAG avec l'embedding. L'embedding aussi, on peut utiliser des embeddings as a service sur les API. Sur OpenAI, sur
sur Azure, voilà, il y en a plein, ou des open source également. Parfois aussi, par rapport à tes questions sur la langue, nous, on voit que quand même, il faut parfois utiliser un embedding propre à certaines langues. Il faut parfois spécialiser ça. Ça, c'est le cœur. Ensuite, voilà, quel est l'écosystème, quels sont un peu les types de produits ou technos que l'on peut rencontrer. Clairement, ChatGPT, c'est l'application web de chat avec une interface graphique, et derrière, il y a un LLM. LLM qui est en mode conversationnel. Et donc, vous lui fournissez le contexte et ça vous donne une réponse contextuelle. Ce n'est pas encore la règle. Si vous voulez chatter avec vos propres données, il y a par exemple dans ChatGPT une possibilité d'uploader des fichiers. Il y a aussi une possibilité de se connecter à son Google Drive. Et donc, sans doute qu'un arrière-plan, il y a un vrai drive avec une indexation, ainsi de suite. Avec Microsoft, il y a la suite Copilot qui peut être connecté à SharePoint dans les versions 365. On pense que c'est facile à mettre en place, mais ce n'est pas si évident que ça non plus. Il faut faire pas mal de paramétrisation, de configuration. Voilà, tu voulais peut-être toucher un mot sur Copilot. Bon, on a le même avis. Oui, je veux bien. Alors juste, personnellement, je n'utilise pas Copilot, mais juste les retours que l'on a pour l'instant de nos clients, des personnes qui ont essayé Copilot, en règle générale, c'est des avis assez négatifs. J'y reviendrai après, mais c'est assez logique en fait. Il y a une potentielle taille enfin, il y a un volume de données potentiel qui est tellement énorme que quelque chose qui fonctionne comme ça directement sans aucune spécification, ça ne m'étonne pas trop que ça puisse pas fonctionner, mais en règle générale, effectivement, les gens sont un peu déçus, enfin les personnes à qui j'en parle sont assez déçues de Copilot. Il n'y a pas beaucoup de clients. Ensuite, il y a les règles spécifiques où soit on peut implémenter un panier à règles, un peu comme le schéma introductif, vraiment avec le retrieval, la génération, où on peut composer, on peut choisir soi-même ses composants. La plupart open source, mais on peut aussi parfois consommer des briques propriétaires. Et l'avantage, c'est qu'on a la main et on peut choisir différentes briques. Que si à un moment on change de prestataire, de fournisseur, de briques, il faut passer sur d'Azure à AWS, c'est possible. Vous remplacez une brique par une brique open source, c'est bien entendu possible. On va dire, nous, on est plutôt dans ce domaine-là, dans le développement de règles de ce type-là. Et ça permet aussi de les améliorer, parce qu'une fois que avec un copilot, une fois que vous atteignez les limites, quelles sont les possibilités d'amélioration? C'est d'améliorer peut-être les documents, d'améliorer la source du règle, améliorer les documents, mais c'est lourd. Si vous avez un million de documents, ils sont là, voilà, il faut faire avec, quoi. Et donc, il faut plutôt pouvoir avoir les mains sur les écrous dans le système et pouvoir améliorer certaines composantes du système. Donc, c'est pour ça que nous, on croit fortement dans une course, le coupage chez les boots, fortement dans les systèmes composables, dans les systèmes open source. Quelques noms de techno, par exemple, dans les embeddings, les open source, je n'ai pas en tête comme ça. Je me demande si Sonar n'en est pas la source. Il me semble que Sonar est un embedding open source, mais je devrais vérifier mes informations. Mais en plus, c'est un peu particulier celui-là. Et puis, vous pouvez choisir des embeddings disponibles as a service. Oui, il y a des API. Vous pouvez composer, vous pouvez changer de prestataire facilement. Parce que ça marche en boîte noire au final. Ouais. Pour l'indexation, il y a plein de librairies Python qui permettent de faire l'extraction d'informations de PDF, d'Excel, de PowerPoint, de chunking, ainsi de suite, avoir des chunking malins. Ensuite, pour le stockage, voilà, c'est varié. Il y a des librairies très très spécialisées au niveau vectoriel, par exemple le Wikigit, qui sont spécialisés là-dedans. On peut dire c'est simple, ok, il faut faire juste stocker. On stocke des vecteurs, il faut faire une recherche de proximité entre des vecteurs, puis faire un cosinus, mais ça plus. C'est quand même sur des millions ou des milliards de vecteurs, c'est challenging quand même. Et puis il y a quand même des technos plus répandus comme Elasticsearch ou PostgreSQL qui ont maintenant des fonctionnalités vectorielles qui permettent de faire de la recherche vectorielle et même de l'hybride, donc composer une full text search avec de la vectorielle. Et donc c'est vraiment très pratique. Il ne faut pas réapprendre un nouveau système, il ne faut pas déployer une nouvelle DB. Si vous avez déjà un Elasticsearch, par exemple, sur la main, vous pouvez l'exploiter.
Après, on peut créer des systèmes plus complexes. Je vois que l'heure avance quand même assez rapidement. En fait, ça serait peut-être justement intéressant qu'on aborde certains racks spécifiques, notamment justement le knowledge graph. D'ailleurs, moi personnellement, je me suis mis à utiliser le knowledge graph il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est une technologie qui commence à être très intéressante parce que ça permet vraiment de lier les concepts ensemble. Est-ce qu'on peut en parler très rapidement? Très bien. Un knowledge graph. C'est que après la récupération des chunks ou des pages de documents sur base de leur proximité sémantique n'est pas suffisante, surtout quand il faut faire des sauts conceptuels. Quand pour atteindre une réponse, il faut avoir on va dire, parcouru un réseau de connaissances, un graphe de connaissances avec plusieurs entités, plusieurs concepts. Par exemple, ici, ce serait une question, voilà, un visiteur né le 1er janvier 1984 a apprécié une peinture et on voudrait obtenir la biographie de ce peintre. Avec ça, il ne va pas y arriver parce qu'il y a trop d'éléments dans la question. Il ne va pas trouver de chunks qui sont associés, par exemple, à Léonard de Vinci. C'est que les informations sont trop disparates. Voilà, sont trop disparates. Et donc, l'idée du knowledge graph, c'est, OK, soit on part d'un graphe de connaissances existant, il y en a des open source, et quand on ingère les documents, les chunks, les bouts de documents, on va se demander à quel nœud du graphe ils se rattachent, ces bouts de documents. En plus de se dire qu'ils ont quelle signification, quelle représentation sémantique on peut leur associer avec les MDV. Et donc, ça permet quand on a une question, quand l'utilisateur vient avec une question, c'est d'exploiter le graphe, c'est d'utiliser toutes les mathématiques qui sont liées au graphe pour justement trouver des raccourcis, trouver les nœuds les plus liés qui vont permettre de trouver plus de chunks, en tout cas, et plus de chunks aussi, des chunks plus qualifiés, qui vont permettre de répondre à la question. Et donc, en fait, ça permettrait, donc, en reprenant l'analogie du graphe de Simon tout à l'heure, de connecter des points dans l'espace qui ne seraient pas spécialement proches voisins. Et donc, de pouvoir justement naviguer beaucoup plus facilement sur des concepts. C'est ça, absolument. Et donc, ce n'est pas évident à mettre en place, c'est assez complexe. Tout à fait. Surtout quand on parle d'un graphe de connaissances existant, ou alors quand on a des documents, parfois il faut mettre à jour le graphe, c'est quand même assez chaud techniquement. Bien, mais donc du coup, je vais tout à l'heure. Moi, je voudrais bien savoir comment est-ce qu'on implémente un graphe, un graphe pardon, dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que, dans quel type de situation est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce qu'on monte tout ça, un petit projet sur RAG? Donc, un use case assez clair. On a travaillé avec un bureau d'études, un bureau d'ingénieurs et d'architectes qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, ce qui fait qu'ils ont un serveur avec vraiment, pour le coup, 40 Tera de données. Et donc, 40 Tera de projets, il doit y avoir entre 3000 et 4000 projets sur lesquels ils ont travaillé. Et un projet, qu'est-ce que c'est? C'est la construction d'un pont, d'un building, d'œuvres d'art, de passerelles, des choses assez complexes. Et lorsqu'ils développent un projet, ils doivent en fait faire plein de calculs, faire des études de sol, faire des études de stabilité, faire des études, bref, géotechniques, un tas de choses. Sauf que chacune de ces études prend du temps. Ça peut être 3 semaines, 1 mois pour faire une étude. Et sauf que la plupart du temps, ils doivent tout recommencer à zéro. Parce qu'il y a 3 à 4 000 projets. Ils ont plusieurs centres en Belgique et en Europe. Et donc, c'est quasiment impossible de retrouver un projet sur lequel ils auraient déjà travaillé, sur lequel ils auraient déjà développé quasiment la même chose pour pouvoir le réexploiter. Un exemple assez bête, je sais pas, un pont de 30 mètres qui est sur sol argileux. Si on ne sait pas que c'est en 2012, en janvier, qu'on a fait ce projet, c'est impossible d'aller parcourir tous les documents pour retrouver un projet de pont de 30 mètres sur sol argileux. Ce qui fait qu'ils vont devoir refaire toutes les études sur comment est-ce qu'on fait un pont sur un sol argileux, en fonction de la taille, qu'est-ce qui varie, etc., etc. Et donc, le système que l'on a mis en place est en fait connecté à tous leurs projets passés. Et l'outil leur permet de décrire un nouveau projet sur lequel ils travaillent. Et l'outil leur ressort tous les projets passés qui ont les mêmes caractéristiques que ce projet. Et donc ensuite, ils vont pouvoir utiliser ces projets passés pour les utiliser comme inspiration, comme source, reprendre des parties de calcul, des parties d'études, pour ne pas devoir recommencer
des jobs à zéro, ce qui leur fait parfois, enfin, ce qui peut leur faire économiser facilement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si des bons éléments sont retrouvés. C'est du work smarter, well, not work harder, c'est ça. Essayer de réutiliser du travail qui a déjà été fait, ça va rien de réinventer la roue. C'est exactement ça. Et c'est ça. Et pour l'instant, ce qui nous expliquait, c'est que lorsqu'il travaillait sur un nouveau projet, la seule chose qu'il faisait avant, c'était aller à la machine à café et demander si quelqu'un n'avait pas travaillé sur un projet à peu près similaire. Et si à ce moment-là, la personne qui a travaillé sur un projet similaire n'avait pas envie de boire un café, il recommençait tout à zéro. Alors que là, il ne doit plus boire du café, donc c'est formidable, quoi. Enfin, c'est ça qu'on fait. Voilà. Un autre, use case, ça vous dit? Un autre use case, c'est pour un cas d'implémentation pour une société d'infogérance. Donc, ce que fait cette société, c'est qu'ils implémentent des systèmes informatiques dans des entreprises un peu partout. Et en fait, le gros de leur métier, c'est de répondre à des potentiels problèmes informatiques que peut avoir tel ou tel client. Et donc, ils ont une grosse équipe de support, ils doivent être entre 20 et 30 dans l'équipe de support, qui répondent en permanence au téléphone pour régler tel ou tel problème. Sauf qu'ils ont des SLA assez stricts, donc ils sont obligés de répondre aux incidents de leurs clients dans la demi-heure. Et s'ils n'y arrivent pas, il y a des pénalités, donc c'est assez embêtant pour eux. Voilà. Et donc, la première ligne de support, son but, c'est de répondre le plus rapidement possible aux incidents. Et si elle n'y arrive pas, elle envoie la problématique à une deuxième ligne de support et à une troisième. Ça prend plus de temps. Voilà. Alors que techniquement, cette société d'infogérance a une bibliothèque d'informations, une documentation assez grande qui permettrait de répondre à peu près n'importe qui, même qui n'a pas spécialement de connaissances, à quasiment tous les incidents que peut rencontrer un de leurs clients. Et de façon totalement correcte, du coup. Et de façon complètement correcte. Et donc, ce que l'on a fait pour eux, c'est qu'en fait, on a connecté de nouveau un système, un RAG, à l'ensemble de tickets passés, qui contiennent donc des solutions de résolution à certains incidents, et aussi à toute une documentation technique qui pourrait permettre de répondre à de nouveaux incidents. Et en fait, maintenant, lorsque une personne du support reçoit un nouveau ticket, elle peut automatiquement générer une solution, et cette solution sera basée sur les tickets passés et sur la documentation. Et donc, c'est bien, parce que déjà, il y a des solutions passées qui ont été expliquées par d'autres personnes dans le passé, donc on peut les réutiliser tout de suite. Et aussi, elle peut assez rapidement parcourir une documentation et donc comprendre la raison pour laquelle elle résout l'incident de cette personne. Et donc, on fait gagner du temps à ces personnes du support, mais aussi, on les forme d'une certaine manière, elles se forment plus rapidement, parce que jusqu'à maintenant, elles n'avaient pas spécialement cherché l'information dans la documentation par manque de temps, parce qu'il y a cette pression des SLA, etc. Alors que là, grâce à ça, elles ont accès à la documentation, et donc elles peuvent s'instruire de manière rapide, et donc s'améliorer avec le temps. Donc, il y a plusieurs aspects positifs à cette implémentation. Oui, ça rejoint un peu le principe des flashcards, les petites cartes sur lesquelles il y a 2-3 concepts très raffinés. En fait, ça nous permet vraiment bien de cibler et d'apprendre très rapidement. On peut voir ça comme ça. Alors Vincent, peut-être que toi aussi, tu as un ou deux use cases à nous partager par rapport à l'implémentation d'un RAG. Un cas là, c'est le cas de RAG juridique. Donc, c'est extraire des bases documentées de nature juridique. Donc, typiquement, si on a un client dans le domaine de la compliance RGPD, où il fournit des services pour ses clients, et donc les clients viennent avec des questions sur le RGPD, des questions aussi, parfois avec des dizaines de documents sur le contexte régulatoire, le contexte opérationnel, et l'entreprise doit faire une analyse juridique du client par rapport à la demande. Et donc, c'est assez fastidieux. Ça peut être répétitif, ça peut être fastidieux. Parfois, il faut faire experts des experts qui ne sont pas toujours disponibles. Ça coûte cher aussi de faire demander l'information à des experts. On va dire toute cette connaissance qui est accumulée dans les personnes n'est pas exploitable par les différentes membres de l'organisation. Et donc ici, on a créé un RAG avec des agents IA qui permettent justement d'exploiter la base de connaissances réglementaires. Et donc, ça inclut des textes légaux de niveau européen, de niveau local, des jurisprudences aussi, mais également des notes prises par l'entreprise elle-même qui permettent d'améliorer
de manière instantanée le RAG. Parce que l'avantage de la RAG par rapport à un LLM pour orienter le c'est que il suffit de rajouter le document, de le réindexer, l'information est tout de suite disponible dans la base de données vectorielle et donc est disponible pour la récupération par rapport à des questions. Et donc, s'il y a un nouveau cas assez complexe à gérer, eh ben, on peut utiliser un processus un peu de qualité de l'entreprise pour créer une documentation à propos et la mettre dans le RAG. Et puis, le système sera capable de l'exploiter et de l'utiliser pour répondre à ces questions. Et donc, on a créé plusieurs agents. Un agent Q&A qui permet justement au personnel de nos clients de poser des questions de nature juridique et d'exploiter cette base réglementaire. C'est important d'avoir une hiérarchie si on devait utiliser un RAG flat sans exploiter les métadonnées. On a une mauvaise réponse parce que considérer que le RGPD, certaines clauses du RGPD au niveau européen avaient une préséance sur la jurisprudence, ce qui n'est pas vrai. Et donc, il faut mettre l'intelligence quand même au-dessus du RAG. Mais c'est très intéressant ce point soulevé, merci Vincent, du fait qu'en fait, la mise à jour du RAG est en fait très facile, et surtout dans le domaine juridique où ça bouge tout le temps, où il y a des précédents qui apparaissent suite à des problèmes, des contentieux entre deux entreprises ou autres. En fait, c'est très facile d'aller chercher justement ces précédents et de les amener directement dans le RAG, de faire une mise à jour, et on est parti avec cette nouvelle base de connaissances. Oui, c'est important quand ça bouge beaucoup. Et aussi la segmentation des données, c'est on a fait un chatbot disponible pour les clients de notre client, mais notre client ne voulait pas rendre tout accessible à ses propres clients. Et donc là aussi, on a pu utiliser les métadonnées de droit d'accès aux données, aux fichiers, pour justement rendre plus spécialisé. Un dernier use case? Oui, un dernier use case. Je vais en choisir un, c'est par exemple. Voilà, c'est pour un pouvoir local, pour l'aider à mieux connaître son territoire d'un point de vue économique. Et donc, on a créé d'abord un crawler web qui va recenser, qui recense des entreprises du territoire, et puis qui télécharge le contenu des sites web. Pas direct, c'est un robot web pur et dur, mais qui télécharge une grande quantité de données. Et l'idée, c'est d'exploiter le contenu des sites des entreprises pour justement mieux les caractériser. Donc, exploiter les codes NACE sur la banque info des entreprises. Donc, code NACE, c'est quand une entreprise se crée, elle doit choisir quelques on va dire, labels qui caractérisent son activité, mais l'entreprise ne met jamais à jour ces codes NACE. Et donc, une entreprise qui a été créée il y a 20 ans a encore les mêmes codes NACE d'il y a 20 ans, même si son secteur d'activité a complètement changé. Ce n'est pas très précis, ce n'est pas en lien avec l'économie actuelle. Et donc, voilà, on utilise le contenu des sites web pour mieux comprendre l'activité et la nature des entreprises. Ensuite, on a structuré ces contenus, tous ces sites web, grâce à des pipelines LLM. Et donc là, LLM est retourné avec quand même on va dire des gigas de données pour structurer ces informations et avoir une base de données graph qu'on a mise dans un Neo4j. Qui avait des entités comme le secteur, la localisation, les entreprises et des liens entre toutes ces entités. Et ensuite, on a créé un agent qui permet de prendre une question d'un utilisateur en langage naturel, de transformer cette question en Cypher Neo4j, donc en requête graph. Donc, écrire une requête graph, ce n'est pas facile du tout. J'ai du mal, je fais plutôt confiance à mon équipe. Et donc, ça entre les mains de quelqu'un d'un pouvoir local, c'est mission impossible. Et donc, il y a un élément qui transforme ces requêtes ou ces demandes, ces questions utilisateurs en requêtes Neo4j. On utilise le moteur Neo4j pour explorer le graphe rapidement, récupérer l'information rapidement, et on obtient donc l'information précise. On utilise la partie générative pour justement présenter tous les documents, tous les éléments des sites web des entreprises pour faire générer une réponse à l'entreprise. Merci Vincent pour ce use case. Alors, je pense que là, on va arriver sur la fin. On a eu pas mal de use cases. Un truc qui serait intéressant, je pense, pour les entreprises ici ce soir. Alors, Simon, si tu peux déjà, premièrement, nous rassembler un peu les avantages d'utilisation du RAG et nous dire deux mots sur les opportunités de financement tremplin IA de la région Wallonne. Je pense que ça aussi, ça peut être très intéressant pour certaines personnes ici ce soir, soit dans la salle, soit sur Teams. Ouais. Donc, pour revenir rapidement sur les avantages du RAG par rapport à un LLM, il y a différentes choses. Il y a la réduction des hallucinations, comme on l'a dit, des réponses sourcées et traçables, et une flexibilité. Donc, comme le disait Vincent il y a une minute ou deux, le système s'adapte dynamiquement à l'évolution de la base de données, de la base de connaissances, donc ce qui est quand même un gros avantage. Et aussi, pour revenir sur ce que je disais il y a 10 minutes, sur les autres solutions, il existe des choses comme Copilot qui sont en fait très générales, qui peuvent parler d'à peu près tout, mais très très mal.
alors qu'un RAG un peu sur mesure permet d'aller beaucoup plus en précision sur une chose enfin, sur un sujet en particulier. Et donc, effectivement, si on veut mettre en place un RAG, il y a quand même pas mal de questions à se poser. Premièrement, sur la qualité, enfin, sur ces données. Est-ce que les données que l'on possède sont de suffisamment bonne qualité et en suffisamment grande quantité pour faire quelque chose d'intéressant? Est-ce que le use case est vraiment générateur de valeur? Et aussi la grande question de la confidentialité qui permet de prendre telle ou telle décision. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir un RAG dont toutes les requêtes sont de toute manière envoyées sur le cloud, potentiellement à OpenAI ou autre, ou est-ce qu'on a besoin d'un niveau de sécurité plus élevé pour des données, je ne sais pas, d'assurance ou médicale par exemple, où on a vraiment envie d'avoir une bonne sécurité de données et une assurance que les données ne fuitent absolument pas. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, pour savoir de quelle manière est-ce qu'on devrait implémenter un RAG, le meilleur moyen, c'est de faire un audit. Et la Wallonie, donc le Digital Wallonia for AI, subside des audits qui vont jusqu'à 5 000 € et finance à 70% ces audits qui permettent donc en 5 à 10 jours de pouvoir venir prendre la température de la situation de l'entreprise, voir les données qu'elles ont, les potentielles restrictions, les potentielles contraintes, pardon, sur la sécurité de leurs données, etc. etc. Voilà. Merci. Merci Simon. Je pense que ça pourra faire réfléchir peut-être plus d'un d'entre vous à faire venir B12 ou Truple pour un RAG custom pour votre entreprise. Alors, je voudrais terminer en vous posant une question, peut-être de façon générale, ou même mais une question vraiment auquel il n'y a pas vraiment de réponse pour l'instant. Quelle va être la suite? Où est-ce qu'on va aller? Parce que voilà, on ne croyait pas aux LLM quand ils sont sortis. Alors déjà, l'histoire en fait du chatbot conversationnel, elle n'est pas du tout récente parce que dans les années 60, il y a quelque chose qui est sorti qui s'appelait ELISA, qui était juste une série de if-else, donc de clauses qui permettaient de communiquer. Donc l'envie que l'humain a de communiquer avec un robot, elle n'est pas avec un outil, elle est pas neuve, loin de là. Maintenant, je crois qu'en fait, ce qui nous a vraiment bluffé dans les LLM, c'est vraiment la capacité d'être assez précis sur certains points, même si en fait maintenant les hallucinations sont régulières. Je me souviens quand le ChatGPT 3 est sorti, je lui avais posé la question de la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache. Et en fait, la réponse m'avait fortement choqué parce que d'après ChatGPT, l'œuf de vache est beaucoup plus gros, beaucoup plus difficile à trouver, se vend beaucoup plus cher sur les marchés. Ce n'était pas du tout vrai. Et donc, du coup, en fait, la technologie RAG apporte justement l'évitement de devoir avoir des LLM qui hallucinent en amenant justement cette connaissance. Maintenant, je voudrais en fait vous inviter aussi à regarder ce qui va remplacer potentiellement les LLM plus tard, qui sont les LCM, les Large Concept Models, qui eux vont pas travailler justement sur le sens sémantique du mot, mais bien de la phrase, et qui va permettre d'être encore plus précis dans la compréhension de l'environnement et de la question posée. Alors, je pense que maintenant, certains d'entre vous, et on va commencer d'abord par Teams, ont des questions à poser à nos deux orateurs. Je pense qu'on va laisser pour la salle le temps de tapoter autour d'un petit verre. Est-ce qu'il y a des questions sur Teams? Peut-être qu'on peut amener sur. On peut visualiser la question sur le Teams ici pour qu'on. Pour la question, elle n'est pas téléphonique, mais j'avais un slide sur les agents. Impeccable, on est prêt. Donc, un agent, ça permet d'aller au-delà du LLM pour faire des tâches plus complexes, mais aussi avoir un impact sur le monde réel, plutôt générer une chaîne de caractères ou de mots. Donc, le principe d'un agent, dans le cas de l'IA générative avec les LLM, c'est qu'on donne à un agent une tâche et on va lui donner à cet agent les capacités de planification qui vont être en fait réalisées par le LLM. Donc, la capacité de langage à LLM permet de faire de la planification de tâches. Et on va dire au LLM quel genre d'outils il a accès. En fait, le LLM, ça ne fait pas seulement du langage naturel, ça peut aussi générer des monstres qui sont en fait des appels de fonctions. Donc, on va lui dire, OK, tu as ton outil, tu vas pouvoir contacter tel API avec tel format, tu vas pouvoir
déposer des fichiers dans un Google Drive, tu vas pouvoir, par exemple, faire une query sur un RAG, par exemple, c'est un outil qu'on donne. Et donc ça, on écrit du texte pour dire que tu vas avoir accès à tel genre d'outil, et voici quel genre de sortie tu dois fournir en texte pour qu'ensuite un système plus informatique plus traditionnel capture le flux de texte et fasse instrument une API, le CRM ou le RAG, et ainsi de suite. Et donc ça permet de faire des tâches plus complexes. Et par exemple, dans le cas de l'interaction avec des racks, ça permet de rendre des racks multi-step. Et donc, plutôt que de faire un knowledge graph, qui n'est pas toujours facile à mettre en place, un agent peut raisonner sur la question, raisonner c'est un grand mot, mais plutôt itérer sur la question, et se demander quelles sont en fait les multiples queries qu'il faudrait faire au rack pour réussir à répondre à la question. Est-ce que ça rejoint le chain of thoughts un petit peu, l'idée de traverser différents concepts, différents processus itératifs? Sur ici, la partie raisonnement LLM, oui. Et après, on sort du LLM, et on va avoir tous les outils pour soit récupérer de l'information depuis l'environnement, le RAG, par exemple, pour avoir une action sur un système en appelant une API qui peut avoir un effet sur le monde réel. Parfait, merci Vincent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous pouvez poser sur Teams vos questions oralement. J'ai préparé un baffle pour ça, comme ça tout le monde peut entendre. Et tout le monde peut essayer de comprendre aussi la question, parce que je vous avoue que c'était un peu rapide pour moi là, juste avant. Je viens de lancer, il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Ok, bah on va prendre des questions de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou est-ce que tout le monde a soif? Oui, monsieur. Je constate que les modèles ont toujours été formés et sur des bases de données que nous ne connaissons pas. Et donc, ils sont biaisés, peut-être, il y a-t-il des moyens de vérifier s'ils ne sont pas biaisés? Oui, donc la question, je répète pour ceux qui sont. La question, je vais peut-être paraphraser, c'est donc, voilà, le RAG permet de choper avec ses propres données, mais les LLM qui sont la partie générative du RAG, eux sont entraînés sur des données que l'on ne connaît pas nécessairement, où il n'y a pas de transparence là-dessus, et potentiellement biaisés. Donc c'est certainement que c'est biaisé. Par exemple, il y a une étude qui est sortie la semaine passée qui a montré que le GPT d'OpenAI avait été entraîné sur des articles sans doute générés de manière massive par Moscou pour justement influencer et balancer sa propagande dans ChatGPT. Donc, quand vous utilisez ChatGPT, il y a des articles de Moscou qui tentent d'influencer l'Occident. Ça, c'est sur le côté biais. Je pense qu'il ne faut pas utiliser les LLM comme une base de connaissances. Et c'est le but du RAG. Le but du RAG, c'est de séparer la partie connaissance de la partie. Le LLM fait à la fois du traitement de langage et on l'exploite un peu comme une base de connaissances. Et c'est une base de connaissances qui n'est pas exacte, vu que quand on entraîne, on compresse de l'information de manière à perte. On ne peut pas retrouver l'information telle quelle qu'on a mis dans le LLM. Et donc, le but de là, c'est justement exploiter le LLM, la capacité de langage du LLM et pas ses capacités de mémorisation. Et donc, ça, c'est aussi un avantage du LLM, c'est peut-être de réduire certains livres. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Mais j'ai une question, j'ai l'impression que la qualité d'un RAG, ça va être dépendant de la façon dont on va pouvoir checker l'input. Et est-ce que du coup, il y a des méthodes, je vais dire meilleures que d'autres? Je pense que, j'ai l'impression que sur base de embeddings, il doit y avoir un moyen de garder un contexte et de chunker quand il y a embeddings qui changent ou quoi. N'oublie pas de répondre, de répéter la question pour nos auditeurs de Teams, paraphraser un petit peu, désolé pour ça. Ouais, la question est que d'après Jeremy, merci. La partie de chunking est un des points centraux de la qualité d'un RAG, et donc de savoir s'il y a une méthode meilleure qu'une autre pour faire un bon chunking. Alors oui, il y a des meilleurs que d'autres, mais ça dépend, d'après moi, ça dépend quand même vachement des use cases et des données que l'on a. Si on a des données très structurées, ce qu'on peut faire, c'est vraiment utiliser la structure en elle-même du document. Et donc, aller récupérer les titres, les sous-titres, pour vraiment prendre les paragraphes en tant que tels, les sections, les sous-sections, et les séparer comme ça.
pense que c'est la meilleure des méthodes, mais sauf que pour plein de documents, c'est impossible de garder cette structure. Donc, une des méthodes qui fonctionne d'après moi vachement bien, c'est justement d'utiliser un modèle d'embedding pour créer cette chunk. Et donc, en fait, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est prendre des bouts de phrases, peut-être phrase par phrase, embedder, donc vectoriser la phrase comme j'ai expliqué tout à l'heure, et ensuite prendre la phrase d'après. Si sa distance par rapport à la phrase précédente est suffisamment petite, on considère que ça parle de la même chose et donc que ça peut rester dans la même chunk. Et par contre, dès qu'on voit qu'il y a un saut un peu trop large entre ces deux phrases, on peut imaginer que l'on est passé sur un paragraphe d'après ou sur un sujet différent, et donc on peut stopper le chunk à cet endroit-là et commencer un nouveau chunk à cet endroit-là. Et voilà. J'ai l'impression que ça a l'air un peu trop parfait comme solution. J'ai l'impression que c'est une solution parfaite. Finalement. Non. C'est pas une solution parfaite. Non, c'est absolument pas parfait. Parce que un des problèmes qui se pose, et qui n'est pas simple, c'est de réussir à déterminer quel est le threshold, à partir de quand est-ce qu'on va dire qu'une phrase est suffisamment similaire à la précédente pour tenir un paragraphe. Et donc, et sauf que ce threshold peut très bien dépendre d'un document à l'autre. Évidemment. Et donc, le risque, c'est qu'on fixe un certain threshold sur un document, qu'on teste, que ça paraisse pas mal, et donc on lance sur l'entièreté des documents, et qu'ensuite, sur un autre document, on se retrouve avec des chunks de une phrase à chaque fois, parce que le threshold n'est pas suffisamment bien choisi. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est mettre des thresholds adaptifs, justement, qui s'adaptent en fonction des documents. Mais du coup, non, c'est pas simple. Tout est faisable, mais c'est pas simple. Bien sûr, bien sûr. J'allais rebondir justement sur le threshold. J'ai une erreur à raconter, c'est le point effectivement un client sur sa base de connaissances, et c'était des PDF. Et donc, on extrait l'information des PDF, on les chunk, on les index. Et puis, le client pose une question qui est vraiment son cœur d'activité. C'est est-ce que mon medical device résout tel contrat, aide à soigner tel cancer? Le système répond non. Et pourquoi? On place à tout le projet. Et pourquoi? C'est parce que dans un PDF, il y avait une phrase qui était coupée entre deux pages. Et le système, il y a vraiment la vérification de qualité du chunking n'était pas parfait. Et donc, il n'a pas détecté qu'il y avait une phrase coupée. Et il y avait une négation dans cette phrase qui n'a pas été capturée. Et donc, le chunk, quand il est revenu dans la génération, a pollué le prompt, et donc a répondu le contraire de ce qu'il fallait répondre. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un RAG, mais aussi d'avoir un système sur le côté qui contrôle la qualité des documents qui sont mis dans la base documentaire. C'est une solution qui est meilleure par rapport au LLM, mais qui n'est pas parfaite. Clairement, chaque système a ses problèmes. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. C'est pour beaucoup des questions aujourd'hui. Le système qu'on peut faire tourner en local pour avoir un RAG, un petit RAG local. Alors, pour tout le monde, est-ce qu'il existe des systèmes locaux pour faire tourner un RAG? Alors oui, bien sûr, mais oui. En fait, il y a des petits outils déjà. Par exemple, je pense que Comfy UI peut permettre en low-code de générer son petit RAG dans son coin. Des outils comme N8N, par exemple. Donc, il existe des outils qui sont low-code ou même no-code, donc juste peut-être des blocs à déplacer, à agencer, qui vous permettent de générer un petit RAG qui fonctionnera, alors évidemment dans les limites de votre base de données et de certains paramètres que vous allez encoder, mais oui, il existe des petits outils pour pouvoir faire chez vous, sur votre ordi, en local, un RAG. Mais il peut exister, il y a des modèles open source qui peuvent être utilisés pour faire un petit RAG local avec ses propres modèles, et on peut s'amuser avec ça. Le problème, c'est que c'est donc des petits modèles donc qui sont restreints à la taille de votre ordinateur, et donc ils peuvent être plus ou moins bons. Et donc, ce qu'on remarque pour l'instant, c'est que lorsqu'on utilise des plus petits modèles, ça peut être bon, mais sur des tâches vraiment ultra spécifiques. Voilà, donc oui, c'est possible, mais ça va être ultra spécifique et pas forcément bon. Mais ça dépend vraiment de la taille et de la puissance que vous avez à allouer à vos modèles. Mais en open source, c'est vraiment tous les modèles possibles. Donc des LLM, il y en a, et des modèles d'embedding, il y en a aussi, de toute taille. Donc vous pouvez construire votre RAG en local avec des modèles open source. Mais ça va, la qualité dépendra complètement
de la qualité du modèle, qui est quand même un peu dépendant de la puissance computationnelle que vous avez à vous. Bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à ceux sur Teams et ceux ici de s'être déplacés et d'avoir participé à l'événement. Je tiens à préciser que du coup, nous sommes en discussion, donc le Trail et le Pod sont en discussion pour essayer de mettre en place un peu plus d'événements comme celui-ci autour de l'IA à différents éléments. Donc, on est en train de mettre une liste sur place. On va également essayer de faire profiter les entreprises des différentes provinces, parce que ici, c'est vrai qu'on est très Brabant Wallon, parce qu'effectivement, c'est le domaine d'activité du pod. Trail étant un peu plus régional, on va essayer également de pouvoir faire ça à Liège, à Mons. Mais donc voilà, on voudrait vous inciter à suivre tout ça de près et à continuer à vous renseigner pour pouvoir développer et utiliser les outils les plus à la pointe et qui répondent le plus à vos besoins. Voilà, je vais vous inviter à aller prendre un petit verre au-dessus. Merci beaucoup. Et puis, la discussion continue à faire.